Bonsoir, comme promis, nous nous retrouvons pour votre émission hebdomadaire Zoom Sur. Ce soir, nous parlons de la formation professionnelle, l'artisanat et les métiers qui constituent aujourd'hui un pilier essentiel de développement économique et social de notre pays, dans un contexte où la jeunesse représente quand même la majorité de la population. Ces secteurs offrent de réelles opportunités d'emploi, d'innovation et d'insertion. Nous allons voir comment au fil de l'émission. Et nous aurons avec nous ce soir Madame Mariam Khan, qui est directrice générale de l'artisanat et des métiers et de l'économie sociale et solidaire. Également avec nous Monsieur Mohamedou Le Koueri, directeur du développement de la coopération et des systèmes d'information. Également avec nous ce soir Madame Habsatou Hachi, qui est directrice des examens et concours de la Direction générale de la formation technique et professionnelle. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir pour cette émission. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous, Madame Khan. Parler de l'artisanat ce soir, c'est important, c'est quand même un pilier, comme nous l'avons dit tantôt, un pilier essentiel de développement économique et social. J'aimerais que vous nous parliez un peu comment, nous parler exactement de l'innovation, de l'insertion et de l'emploi que cela peut créer, surtout dans notre pays, mais également des compétences qui seront adaptées aux besoins de notre marché aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bonsoir. Chers collègues et chers téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation de notre département sur votre émission Zoom Sur. Parler de l'artisanat en Mauritanie aujourd'hui, c'est quand même un pilier important de l'économie sociale plutôt, moins formalisée. Mais quand même aujourd'hui, le fait que le département soit au rang de côté priorité de l'État, et avec le nouveau attelage gouvernemental depuis la création de ce gouvernement après l'investiture du président de la République qui a créé ce département sous la forme du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, vient d'un programme ambitieux de son président de la République, dans mon ambition pour la patrie qui a voulu que cet arrimage prenne forme aujourd'hui. Donc nous, dans ce département, nous avons mis en place, en tout cas élaboré deux stratégies importantes, celle de l'économie sociale et solidaire et de l'artisanat. Donc quand on parle de l'artisanat aujourd'hui, c'est vraiment tout le travail fait main par nos artisans, par les métiers, par les hommes et les femmes qui sont dans les structures plutôt non formalisées, qu'on appelle l'économie informelle, de la coopérative à l'artisan qui fabrique un bijou, à l'entreprise sociale, etc. Donc, d'abord, nous avons commencé par regarder comment est structuré ce secteur et analyser les données, puis mettre en place un programme. Donc, peut-être je reviendrai par la suite sur les différents programmes ambitieux, en tout cas, qu'on est en train de développer par rapport au développement de ce secteur. Car nous parlons justement de valoriser le savoir-faire artisanal et promouvoir l'économie sociale. C'est dans quel cadre exactement? Dans quel cadre? Comme je disais tantôt, le cadre il est plutôt informel aujourd'hui. L'entreprise, c'est pour la première fois qu'en Mauritanie déjà qu'on ait un ministère qui s'occupe formellement de l'économie sociale et solidaire, qui est pour aujourd'hui plutôt organisé sous forme de coopératives, de fêtières, d'ONG. Et les artisans qui sont un peu du secteur informel. Rares sont des entreprises qui sont créées, qui se revendiquent l'artisanat. Souvent, ils font de l'artisanat, mais ne se revendiquent pas dans ce cadre-là. Donc, pour nous, déjà, toute la difficulté, c'est déjà d'identifier ces acteurs-là, de pouvoir les connaître et savoir quel est leur potentiel, en tout cas économique, sur le volet PIB, par exemple, du pays, le volet employabilité et le volet transformation, par exemple, des filières. Donc, nous sommes déjà dans cette phase de cartographier ces acteurs-là pour pouvoir mieux les accompagner par la suite. Donc, est-ce que cela entre dans le projet d'encyclopédie ? Voilà, le projet d'encyclopédie, c'est un projet phare que mène le département depuis sa création. Nous, comme je l'ai dit, on a d'abord commencé par, on a hérité d'une stratégie de l'économie sociale et solidaire qui était dans un autre département, et une stratégie de l'artisanat qui était du département en charge de l'artisanat. Nous avons mis à jour ces stratégies-là avec le concours d'experts, bien sûr. Nous avons aussi travaillé avec d'autres pays limitrophes et surtout faire ça de manière, on va dire, participative avec les acteurs du secteur. Nous avons commencé par ça.
ça en janvier, où nous avons organisé le Forum de l'artisanat et d'autres conclaves en amont, pour sortir avec un plan d'action quinquennal. Je pense que notre collègue reviendra dessus, sur les 5 ans. Et dans ce plan d'action quinquennal, il y a un plan d'action annuel et aussi avec la lumière de ce que le Premier ministre Mokhtar a présenté devant le Parlement, 5 actions vraiment phares que nous devons mener cette année, dont l'encyclopédie, qui est un projet d'ailleurs issu du programme Mon ambition pour la pratique du président de la République, dont le village, dont le label, dont la création d'une agence et d'un fonds. Donc il y a à peu près 4-5 projets. Donc le projet d'encyclopédie, lui, c'est un projet vraiment qui traite déjà la préservation et la sauvegarde des savoir-faire et du patrimoine artisanal mauritanien. D'identifier à travers aussi un processus international, comme la Mauritanie a ratifié la Convention sur le patrimoine matériel et immatériel de l'UNESCO. Donc, ça nous permet déjà d'avoir un cadre de travail, en tout cas clair, qui est déjà défini par un processus international auquel la Mauritanie a ratifié à travers le ministère de la Culture pour faire un inventaire participatif des savoir-faire. Donc, après cet inventaire, bien sûr, et il sera consigné dans un livre qui s'appelle l'Encyclopédie de l'artisanat mauritanien, mais également sur une plateforme numérique qui permettra de vulgariser, de sensibiliser sur tout le savoir-faire mauritanien que nous avons. L'une des prochaines étapes sera également d'enregistrer certains produits artisanaux pour vraiment les signer comme produits artisanaux mauritaniens à l'UNESCO, parfois avec des pays limitrophes, ou parfois en tant que Mauritanie, pays à part entière. Donc, et également nous permettra d'identifier les produits ou les savoir-faire en voie de disparition pour mettre en place un programme spécifique pour, en tout cas, les sauver du mieux qu'on peut avant qu'ils disparaissent. Donc, c'est un projet que nous avons commencé depuis janvier 2025. Bien sûr, on a commencé un peu la conception en 2024, mais vraiment on a commencé en janvier 2025 par la mise en place d'un comité scientifique qui est composé d'illustres personnalités ressources qui sont passionnés du patrimoine artisanal, de la culture, des scientifiques, des experts, des artisans émérites, pour vraiment donner une dimension inclusive à se porter, pas seulement portée par le département tout seul. Un comité d'experts, où il y a des experts qui connaissent très bien le secteur de l'inventaire du patrimoine et qui ont travaillé avec l'UNESCO ou dans les pays limitrophes, mais qui sont les experts mauritaniens, je précise. Et un comité de pilotage, bien sûr, pour toute la partie suivi administrative, en incluant le ministère de la Culture et également en incluant l'université et un membre observateur de l'UNESCO pour faciliter le travail. Je pense que nous allons revenir tout à l'heure sur vraiment les chantiers prioritaires et les grandes orientations et bénéfices attendus. Monsieur Mohamedou, dites-nous, concernant le bilan, déjà, Madame Khan en parlait, déjà, vous avez un bilan des 5 premières années, mandat du président déjà, et dans le domaine de la formation professionnelle, j'aimerais que vous reveniez un peu dans le domaine de la formation professionnelle, mais également de l'artisanat. Merci, Madame. Je voudrais, avant d'aborder cette question, remercier le Mauritanien pour l'invitation qui va nous permettre de faire un peu la lumière sur ce qu'on fait au niveau du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, et qui est axé sur le développement du capital humain d'une façon globale, mais aussi sur l'émergence d'une économie éco-durable, résiliente, qui va permettre donc de booster un peu la croissance économique du pays. Cela dit, je voudrais aussi, avant d'entrer dans la question, très rapidement dire que le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers développe 3 stratégies. Une stratégie de la formation technique et professionnelle, donc, qui s'articule autour de 4 axes principaux. Le premier axe est l'amélioration de l'accès à travers donc, la densification et la diversification donc, de l'offre. Le deuxième axe sur la qualité de la formation. Le troisième axe sur les outils donc, normatifs pour encadrer la formation en adéquation, donc formation, emploi. Et le 4e axe sur la gouvernance et le pilotage du système.
La deuxième stratégie, Mme Khan en a un peu donc parlé, c'est la stratégie de l'artisanat, qui est en fait une stratégie qui va permettre le développement donc, du secteur. Et les départements ambitionnent de réaliser un secteur attractif, donc conservateur de la mémoire, et aussi pourvoyeur d'emplois pour les femmes et les jeunes. La troisième, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc, Mme Khan en a parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Donc, voilà les trois stratégies sur lesquelles le ministère travaille. Nous avons à un certain moment intégré et fédéré les deux dernières stratégies, c'est-à-dire la stratégie de l'artisanat et des métiers avec celle de l'économie sociale, en un plan d'action opérationnel quinquennal, donc qui a été chiffré, budgétisé, et qui est disponible. Donc, et ce plan d'action quinquennal est bien arrimé sur la formation professionnelle. Donc, ce qui veut dire que les trois stratégies concourent ensemble à développer ce capital humain. Et on le verra tout à l'heure lorsqu'on va parler des actions phares, notamment au niveau du village artisanal, pour voir que c'est l'intersection entre nos trois stratégies. Pour revenir à votre question, madame, donc au niveau de la formation technique et professionnelle, beaucoup d'activités ont été réalisées, notamment en tenant compte donc, de l'objectif fixé dans les engagements du chef de l'État, à savoir la formation de 115 000 jeunes durant ce mandat. Et donc, on a commencé à travailler sur cet objectif pour cette année. Et on a fait, au niveau de l'accès, une augmentation de près de 40% donc, de places. C'est-à-dire que par rapport à l'année 2023 à 2024, on était à 11 065 donc, formés, et aujourd'hui on est à 19 260, ce qui fait une évolution de 40%. Donc cette évolution a pu avoir lieu grâce à la rationalisation des capacités d'accueil existantes aujourd'hui dans nos établissements. Nous disposons de 22 écoles de formation technique et professionnelle. Et ces 22 écoles, on a rationalisé leurs capacités pour atteindre donc ces 19 260. Donc cela va aller crescendo au cours des années à venir pour l'atteinte en fin de mandat donc de cet objectif de 115 000 places. Cela aussi a pu être réalisé grâce à l'achèvement et l'extension du Centre supérieur d'enseignement technique, qui est le CSET, qui est chargé de la formation des formateurs. L'école de BTP donc, de Riyad qui a été réceptionnée, une réception définitive. L'école mine, pétrole et gaz qui a été aussi réceptionnée. Nous avons aussi lancé un DAO pour la construction d'une antenne de l'école de Rosso, avec l'aménagement d'un périmètre agricole de 20 hectares. Nous avons mobilisé des financements de la Banque islamique de développement pour la mise en place de deux centres de compétences, un à Dar Naïm et l'école de BTP, d'artisanat urbain de Dmina. Donc ces deux écoles auront une capacité de 3400 places dans les années à venir et vont concourir donc à l'atteinte de cet objectif de 115 000, Inch'Allah. Sur le plan de la qualité, beaucoup d'actions et d'activités ont été réalisées, notamment sur les équipements. Parce que, comme vous le savez, une formation de qualité nécessite donc la disponibilité d'équipements qui permettent aux stagiaires donc, de se former sur ces équipements qu'ils retrouveront une fois sur le marché du travail, donc pour faciliter leur insertion professionnelle. Donc nous avons équipé le lycée technique de Nouakchott pour en faire un centre de référence, mais aussi le lycée de Riyad, le lycée de Rosso, enfin l'école technique de Rosso,
l'école des mines, gaz et pétrole. Donc, l'appel d'offres a été lancé pour 5 millions de dollars pour équiper cette école. Nous avons équipé aussi les ateliers de construction métallique, de soudure et d'informatique au niveau de l'école de Riyad. Nous avons lancé l'acquisition des équipements pour l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle d'Atar, pour le froid et la climatisation, ainsi que l'électricité. Au niveau donc, des programmes, 17 nouveaux programmes pour le CAP. Le CAP a été révisé et 17 nouveaux programmes de formation ont été élaborés et ont été implantés dans les établissements qui vont... Quand vous dites CAP? Le certificat d'aptitude professionnelle. Donc c'est le niveau, les sortants du collège qui peuvent postuler pour faire le CAP, donc le certificat d'aptitude professionnelle. Nous avons, en collaboration aussi avec le ministère de la Défense, réalisé des activités pour préparer les élèves aux futurs métiers. Donc, sur l'éducation civique, morale et sportive. Donc, et cela a concerné 2508 élèves dans 3 écoles du pays. Donc, 2 à Nouakchott et 1 à Nouadhibou. Nous avons formé des inspecteurs, 19 inspecteurs. Nous avons recruté 110 élèves professeurs qui vont être déployés à partir de 2027 et qui vont accompagner la mise en place donc, des futures écoles financées dans le cadre du projet de la Banque islamique de développement. Ensuite, nous avons élaboré un référentiel national qualité pour la formation technique et professionnelle. Ce référentiel national qualité sera un baromètre qui va permettre aux écoles donc, de mesurer leur performance donc, à travers des audits et qui va permettre leur certification sur la norme ISO 21001. Donc tous ces éléments donc, ont été réalisés au cours de cette année 2025 déjà. Et nous avons, dans le cadre du rapprochement de l'offre de la formation aux besoins de l'économie, nous avons signé une convention de partenariat avec l'Union nationale du patronat mauritanien, avec des conventions sectorielles pour chaque secteur du patronat, pour pouvoir assurer à nos sortants, aux jeunes qui sont en formation, de faire de l'alternance en entreprise. Alors, M. Mohamedou, moi j'aimerais vous poser une question concernant toutes ces écoles, ces extensions et autres. Est-ce que cela émane d'une demande ou des études que vous avez eu à faire concernant la demande, concernant la population mauritanienne et ses orientations, de quoi elles ont vraiment besoin, de quoi la population a vraiment besoin, de quoi les jeunes ont besoin, de quelle activité ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils voudraient faire ou qu'est-ce qui pourrait développer le pays? Comment cela se passe exactement pour que vous décidiez aujourd'hui de choisir le BTP au lieu de choisir un autre métier, par exemple? Évidemment, donc les formations que nous dispensons, c'est des formations sur demande. C'est-à-dire que les besoins de l'économie qui sont exprimés par le patronat, donc les privés, donc nous formons en fonction des besoins exprimés. Donc c'est pourquoi les centres de formation, dans les centres de formation, nous avons beaucoup donc, de filières qui vont répondre à un besoin exprimé donc, par les opérateurs économiques. Donc, c'est dans ce cadre qu'il y a eu cette convention donc, entre le patronat et le ministère de la formation professionnelle pour que le pilotage de la formation soit axé sur la demande donc, économique. Moi, j'aimerais également poser une question à Mme Haché. Vous êtes la directrice des examens et concours de la direction. Nous n'avons pas fini encore le bilan, madame. Parce que on a parlé juste de la formation professionnelle, mais il reste l'artisanat. Juste pour compléter la partie, avant que nous passions à la suite, la partie... bilan de l'artisanat. Oui, juste la partie de formation professionnelle, qui est aussi très important. La même question que je vous ai posée tout à l'heure. Aujourd'hui, comment choisir les orientations, mais les établissements, M. Mohamedou en a parlé,
déjà. Quelles sont les principales spécialités que couvrent vraiment brièvement ces établissements? Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bon, nous avons une carte de formation. Cette carte a été élaborée, comme vient de le dire mon collègue, en partenariat avec le secteur privé. Et pour cette année, pas moins de 49 spécialités seront proposées. Ces spécialités variées couvrent le secteur tertiaire, le secteur industriel, le secteur des bâtiments et travaux publics, le secteur agropastoral, sans oublier le secteur énergie et bientôt le secteur de l'artisanat. Il vient de parler d'une école artisanale qui sera mise en place bientôt. Et cette diversité de spécialités permet d'adapter la formation aux besoins et aux réalités du marché de l'emploi. Nous avons environ, comme il vient de le dire, nous avons environ 22 établissements publics, mais aussi, il y a aussi des établissements privés. Au niveau de Nouakchott, on peut recenser 7 écoles publiques. Au niveau de Nouadhibou, nous en avons 2. Dans le Brakna dispose de 2 établissements, dont un à vocation agricole. Et au niveau de tous les capitales régionales, vous avez au moins un centre de formation technique et professionnelle. Mais tout à l'heure, M. Mohamedou a parlé également des niveaux. J'aimerais que vous complétiez un petit peu les niveaux de formation. Tout à l'heure, vous avez parlé du CAP, je pense. Quels sont les autres niveaux de formation aujourd'hui dispensés dans ces écoles-là, dans ces établissements? La formation technique et professionnelle offre principalement 3 niveaux de formation. Le certificat d'aptitude professionnelle, qui est destiné aux ouvriers spécialisés, le brevet de technicien pour les techniciens et le brevet de technicien supérieur pour les techniciens spécialisés. Pour accéder au CAP, il faut avoir achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire. Et pour accéder au BT, il faut avoir le niveau du baccalauréat. Pour le BTS, c'est réservé soit aux bacheliers ou bien aux diplômés de BT. Bon. En plus, nous avons le certificat de compétence. Le certificat de compétence, il suffit d'avoir achevé l'éducation fondamentale. Et la durée de formation dure de 6 mois à 9 mois. Et en plus, nous avons des formations qualifiantes courtes de 3 mois. Pour le CAP, le BT et le BTS, la durée de formation, c'est 2 ans. Et après avoir achevé la formation, il faut passer un examen de sortie pour avoir le diplôme. Et c'est la progression possible pour les apprenants? La progression possible du certificat de compétence, l'élève ou bien l'apprenant peut progresser vers le CAP. Certificat de compétence vers le CAP. En plus, vers le BT et jusqu'au BTS. Et dans le nouveau programme qui sera mis en place, avec le BTS, il serait même possible d'accéder au bachelor professionnel. Le bachelor professionnel, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est le niveau de la licence professionnelle. C'est l'équivalent de la licence professionnelle. C'est d'une licence professionnelle. Alors, avant de revenir un petit peu aux places disponibles chaque année, je vous laisse finir la partie artisanat. Très bien. Donc, pour ce qui est de l'artisanat, est articulé autour de 3 axes. L'organisation du secteur, Madame Khan en a parlé déjà. Donc, sur cet axe, cette année, il y a une révision du cadre juridique et réglementaire, donc du Code de l'artisanat qui date de 2003. Nous avons réécrit, je l'ai déjà dit tantôt, les deux stratégies en une seule stratégie. Le ministère a organisé aussi, la Direction générale de l'artisanat a organisé un forum national sur l'artisanat et une conférence régionale des pays du Maghreb. C'est la préservation des savoirs et savoir-faire liés à l'artisanat comme patrimoine culturel immatériel. Donc tous ces éléments ont été, ces activités ont été réalisées au niveau de la direction générale. Le renouvellement du bureau exécutif de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers, donc qui a été renouvelé. Il y a une nouvelle
structure qui gère cette chambre. Il y a eu le lancement de l'étude de création de l'Agence nationale de promotion de l'artisanat, des métiers et de l'économie sociale et solidaire avec son fonds de promotion. Ça, c'est dans le cadre de l'organisation du secteur. Pour ce qui est de l'appui du secteur, il y a eu une étude d'identification des 10 projets porteurs de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Le lancement d'une étude de cartographie, Mme Khan en a parlé, c'est l'économie sociale et solidaire. Le lancement d'une étude pour l'évaluation de l'écosystème des métiers et filières au niveau du Haouz Sharqi. L'opérationnalisation de 2 centres de poterie, l'un à Kifa et l'autre à Kaïdi. La création d'une unité de briqueterie qui est actuellement fonctionnelle et en collaboration avec la Fédération nationale des métiers. Donc, c'est une activité qui a été réalisée récemment. Et donc, avec l'INAP FTP, donc l'Institut national de promotion de la formation technique et professionnelle, la direction générale a lancé une formation pour 500 artisans de différents métiers. Et enfin, 30 femmes ont été formées sur la fabrication des contenants traditionnels à partir des feuilles de palmier dans le cadre de la filière vannerie. Donc ça c'est pour le deuxième point, c'est la promotion du secteur. Il y a eu les journées nationales de l'artisanat qui ont été réalisées, c'était en 2024, c'est bien ça. Donc, qui vont être faits au niveau en 2025, au mois de novembre, si tout va bien. L'élaboration de l'encyclopédie, Mariam Khan en a parlé déjà sur l'encyclopédie. La participation aux activités et manifestations nationales et internationales, telles que les foires, etc. Donc, le secteur a participé à plusieurs foires, notamment Paris, Alger, le Burkina Faso, la CIAO, la foire de Tantan au Maroc et l'Expo Nouakchott 2025. Donc tous ces éléments concourent donc à la réalisation de mon ambition pour la patrie. Nous avons par ailleurs, et c'est extrêmement important, c'est une activité phare, commencé la préparation de l'opérationnalisation du village artisanal de Nouakchott, qui est une structure, comme je le disais au début de mon propos, qui va être l'intersection entre l'ensemble des stratégies, parce que ce village comprend une zone de production, une zone de commercialisation et une zone et un centre de formation en artisanat. Donc, centre de formation, quand on parle de centre de formation, on parle de la formation professionnelle. La production et la commercialisation, c'est l'artisanat. Et tout ça, c'est donc gravite dans un seul lieu. Et donc, ce lieu-là va constituer l'intersection de nos différentes stratégies. Donc, le département a aussi réceptionné et mis en service une maison de l'artisanat au niveau à Chenguiti, qu'on appelle Beit Chenguit. Il a restructuré la société mauritanienne de tapis. Et le département a créé aussi et développé une plateforme de l'artisanat en Mauritanie. Voilà grosso modo le bilan de cette première année donc, du quinquennat de son Excellence le Président de la République. Monsieur Mohamedou, la coopération occupe quand même une place importante dans votre direction, des missions que vous gérez. Quels sont aujourd'hui les principaux partenaires? Parce que c'est important, vous avez parlé de plusieurs secteurs, vous avez parlé de plusieurs établissements et de plusieurs projets qui ont été mis en place dernièrement. Mais aujourd'hui, les principaux partenaires institutionnels et financiers pour la réalisation de ces activités-là? Tout à fait. Le secteur de la formation professionnelle bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment la KfW de l'Allemagne, la coopération allemande, l'Agence française de développement, l'AFD, qui intervient dans le cadre donc, de l'acquisition des équipements pour les lycées
technique de Nouakchott, mais aussi il est en train de mettre en place un projet donc, qui va se focaliser sur le lycée technique de Nouakchott pour en faire un centre de référence, une école de référence pour la formation professionnelle. La KfW, elle a financé plusieurs projets structurants. Donc, qui a construit, équipé, formé les formateurs au niveau donc, de l'école de formation technique et professionnelle de Riyad, du centre, l'extension du centre supérieur d'enseignement technique et l'équipement de ce centre, l'école d'Atar et Rosso. Donc, elle intervient dans ces 4 établissements. Nous avons aussi l'ABID qui va construire 2 centres de développement, pôles de développement, l'un à Riyad avec 84 filières, qui incluent des filières nouvelles telles que l'intelligence artificielle, donc, et un à Elmina. Nous avons aussi comme partenaire la Banque mondiale à travers le projet DREAM, donc, qui finance l'équipement de la nouvelle école qui vient d'être réceptionnée par son Excellence Président de la République, qui est l'école Mines, Gaz et Pétrole. Donc, son équipement sera financé par le projet DREAM dans le cadre donc, d'un financement Banque mondiale. Nous avons d'autres partenaires donc, comme la coopération espagnole, donc, qui construit l'école d'Alec. Nous avons la coopération algérienne qui construit l'école de Kifa. Nous avons d'autres coopérations bilatérales donc, qui vont soit travailler dans le cadre donc, de l'amélioration surtout de la qualité, formation, réception de stagiaires, etc. Mais nous avons aussi, et j'ai failli l'oublier, un projet avec la GIZ et l'Union européenne, qui est le projet Réussir ensemble en Mauritanie, qui est un projet structurant pour le secteur dans la mesure où il va travailler sur les aspects qualité de la formation, parce que le produit que généralement la formation professionnelle mettait sur le marché n'était pas, d'après les privés, les opérateurs économiques, c'est pas le produit demandé. Donc, il manquait un peu de qualité. Donc, ce projet va soutenir l'action du département pour qu'on mette de la qualité dans la formation et pour que les produits, les sorties donc, du système de la formation technique et professionnelle soient de qualité et soient employables donc, au niveau donc, des promoteurs économiques. D'où la question, Madame Khan, concernant justement améliorer la compétitivité ou renforcer les compétences, c'est très bien, mais aujourd'hui, quel plan d'action vous mettez en place pour justement garantir vraiment un artisanat de qualité? Ici est vraiment un pays, comment améliorer, comment justement faire ce changement de mentalité pour pas modifier le produit ou pas modifier peut-être ce qui a déjà été créé ou le savoir-faire des gens, mais plutôt améliorer ou leur montrer qu'on peut améliorer et faire mieux. Bon, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire qu'on va révolutionner tout le secteur. On a plusieurs défis. On essaie déjà de comprendre ces défis-là, ces problématiques, pour pouvoir trouver des solutions. Donc le problème de l'artisanat, il est multiple, il est multidimensionnel, si je peux me permettre. D'abord, c'est la qualification de l'artisan. Comme il a dit notre collègue le Kouaili Mohamed, d'abord, le capital humain, l'artisan, ses compétences, sa valorisation,
le mécanisme qui permet de créer mieux ou de mieux vendre. Donc déjà, il y a beaucoup de freins pour déjà développer l'artisan. Donc on commence d'abord par travailler sur ceux qui sont déjà reconnus et qui ont savoir-faire et méritent les identifier. Et ceux qui en ont aussi, comment les accompagner pour mieux structurer leurs produits. Donc ça passe par la formation et aussi ça passe par la transmission. Donc déjà aussi, il y a un souci de comment ceux qui ont ce savoir-faire, comment ils peuvent le transmettre aux nouvelles générations. Parce que très souvent, on rencontre des artisans qui faisaient, par exemple, très bien les coffres de Mederdra qui sont reconnus, qui se font de moins bonne qualité aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas une demande peut-être pour acheter un pouvoir d'achat qui achète ces produits de qualité, hormis certains touristes ou des amoureux de l'artisanat. Donc, il faut déjà décortiquer toutes ces problématiques-là avant de trouver la solution. Donc, l'une d'abord des pierres angulaires, c'est vraiment la capacitation de ces artisans-là. Ceux qui sont reconnus, comment reconnaître leur savoir-faire pour qu'eux ils puissent transmettre, et ceux qui sont dans le marché informel de l'emploi ou qui produisent, voilà, ceux qui font la teinture, celles qui font la transformation agroalimentaire, celles qui font les bijoux, les savons, la cosmétique, dans tous les secteurs, comment les aider à améliorer leur manière de produire, de manière d'abord artisanale fait main, dans le processus, mais aussi de moderniser leur processus de travail pour les rendre moins pénibles. Parce que faire un produit à l'échelle pour que le prix soit accessible à un large public et c'est un seul produit qui prend 3, 5 jours, voire un mois, c'est différent. Et il y a des marchés de niche, il y a des marchés de luxe. Prenons par exemple la tapisserie mauritanienne. C'est un marché de niche, c'est un marché qui peut s'exporter, mais pour le moment, on ne l'exporte pas, il est fait ici. Le poil de chameau, par exemple, c'est une denrée rare qui est très prisée à l'international, que nous devons transformer. Donc, nous analysons d'abord la chaîne de valeur. Il y a des choses que peuvent faire les artisans, il y a des autres, c'est des entreprises artisanales qui doivent se structurer, il y a des autres, c'est des ONG ou des collectivités, des coopératives qui doivent travailler dessus. Donc, on travaille d'abord sur améliorer la qualité de la main-d'œuvre et la productivité des artisans. C'est pour ça que nous investissons sur des infrastructures dont a parlé Mohamed, comme le village artisanal qui va permettre de fédérer ces artisans-là. Un seul artisan ne peut pas tout faire de manière qualitative. On ne va pas introduire le travail à la chaîne pour amener le taylorisme ou d'autres processus de machines, mais il y a des choses qu'on peut mutualiser. On peut avoir des centres de ressources, dans le village c'est prévu d'avoir un centre de ressources pour avoir des équipements mutualisés. Pour ne pas aussi, parce qu'il y a aussi le secteur de la santé et de l'environnement aussi dans l'artisanat. Ils font des métiers pénibles, difficiles déjà, et qui touchent leur propre santé. Donc, nous sommes en train de discuter avec la CNAS, c'est prévu dans le code de l'artisanat déjà et dans le prochain code, comment améliorer la protection sociale de ces gens qui sont dans parfois des situations très précaires pour assurer leur sécurité, pour assurer leur santé, pour les mettre dans un environnement de travail beaucoup plus, on va dire, sain et productif pour améliorer la qualité. Et vient après la qualité. Nous avons un projet de label qualité, mais avant de mettre en place ce label qualité, il y a des prérequis. C'est déjà que ces artisans puissent travailler et produire, en tout cas le minimum, avant de leur imposer aussi d'autres critères de normes et de spécificités. L'autre volet aussi sur lequel on travaille, c'est la protection de la propriété de ces artisans. Ils sont victimes aujourd'hui d'une concurrence énorme, et ça c'est le monde, c'est la mondialisation des produits importés. Donc il y a tout un travail déjà à reconnaître ce travail-là. Par exemple, la teinture faite à Kaïdi peut bénéficier d'une indication géographique qui permet de dire ça c'est un tapis fait à Ogorgol, c'est reconnu. D'autres produits sont faisables, par exemple le voile, comme la vannerie de l'Adrar, comme les pierres de l'Adrar. Donc il y a tout un travail aussi à faire, que ça c'est à nous l'État que nous sommes en train de travailler dessus, pour protéger les savoir-faire faits main de nos artisans, pour les permettre de travailler dans la qualité et que quand ces produits sont reconnus propriété intellectuelle de telle communauté, ils vont avoir un prix sur le marché qui les différencie d'un produit importé ou acheté à l'étranger. Donc tout ça, c'est des choses, nous avons travaillé vraiment sur les infrastructures, les fondations, les fondements pour améliorer la qualité, améliorer la productivité de ces artisans-là. Aujourd'hui, ce n'est pas encore visible, mais en tout cas, c'est sur ces piliers-là que nous sommes en train de travailler pour vraiment valoriser le travail de l'artisan. Je pense aussi sur le volet reconnaître le travail de l'artisan et le valoriser.
Nous avons ce souci aujourd'hui que nous avons parce que nous, c'est artisanat et métier. Quelqu'un qui va sortir de l'école, le centre de formation, qui est un soudeur, il ne va pas se qualifier d'artisan. Il va se qualifier, moi je suis soudeur. Et pourtant, c'est un artisan parce qu'il travaille, même s'il a de la machine, il travaille. Un couturier ne va pas forcément se qualifier. Donc, il y a aussi ce contexte social de l'artisan et comment le faire valoriser, que son travail soit reconnu et qu'il puisse gagner de l'argent avec ça pour que ça soit un métier ou en tout cas quelque chose qui est, qui est attractif pour n'importe quel Mauritanien. Donc ça aussi un travail de fond sur lequel nous travaillons sur ça, c'est peut-être un changement de mentalité, mais quand ce sera productif, quand il y aura de la valeur ajoutée, quand ce sera un produit de luxe, tout de suite, je pense que la place de l'artisanat sera mieux reconnue. Oui, parce que j'aimerais vraiment poser la question aujourd'hui, comment vous comptez améliorer justement ce regard que les gens ont sur les artisans pour certains qui ne reconnaissent pas vraiment le métier ou qui ne reconnaissent pas le produit ou qui ne le valorisent pas assez. Je parle de la population mauritanienne d'abord, avant même les étrangers. Je pense que cette reconnaissance, elle a d'abord été faite par le président de la République. Le fait de mettre le ministère de la formation professionnelle avec l'artisanat et les métiers pour dire que l'artisanat, c'est un métier, c'est un travail fait main, c'est un savoir-faire et lui donner une stature qui le rend en tout cas un ministère, en tout cas avec des prérogatives, en tout cas sur l'échelle du gouvernement après la jeunesse, c'est l'artisanat et la formation professionnelle. Donc c'est pour dire déjà, il y a une ambition politique de dire que reconnaître l'artisanat comme un secteur clé, vital, productif, social, mauritanien. Donc ça c'est déjà un acquis. On espère que ça va durer. Et le deuxième volet, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de faire des prix pour reconnaître le travail des artisans. L'année dernière, en marche des jeunes âmes, nous avons fait des prix diversifiés. Des prix pour les jeunes artisans, des jeunes créateurs qui sont des designers à la base ou autres, et des prix aussi pour, on va dire, des personnes ressources qui ont beaucoup milité pour l'artisanat, un prix de reconnaissance symbolique et des prix pour des métiers en voie de disparition, comme par exemple les anciens lits traditionnels, lits de Timbedra, les pagnes tissées, pour leur donner en tout cas une image positive et les faire connaître du jeune public. Pour dire ça fait partie de notre patrimoine, c'est notre richesse, vous devez le reconnaître, c'est une richesse pour le pays, surtout que ce patrimoine matériel ou immatériel, il est riche de la diversité mauritanienne. Donc il y a une part de fierté dans reconnaître ces produits-là. Nous travaillons aujourd'hui aussi avec l'UNESCO sur ce qu'ils appellent le trésor humain vivant. En tout cas, c'est un projet qu'on compte lancer pour reconnaître les artisans qui ont un savoir-faire comme reconnus comme des trésors humains vivants de leur nationalité. Donc, je pense que c'est à travers le mérite, la vulgarisation, le luxe, le prestige de ce qu'ils font, le faire reconnaître aux jeunes générations qui vont peut-être changer en tout cas cette vision qu'on a de l'artisanat mauritanien. Aujourd'hui, au vu du travail que vous avez eu à effectuer tous, des artisans que je suppose que vous avez déjà eu à rencontrer beaucoup, et des salons que vous organisez maintenant régulièrement, des ateliers, autres, quelles sont les filières qui sont aujourd'hui les plus porteuses, disons? Bon, nous sommes en train de les étudier. On ne peut pas aujourd'hui, bon, il y a des filières qui sont intuitives, bien sûr, qu'on connaît, mais pour éviter ce travail de biais et subjectif de juste aller sur des filières qu'on pense porteuses, bien sûr, il y a eu beaucoup d'études faites par d'autres entités, même des partenaires et d'autres départements sur les filières porteuses, mais nous, à la création des départements, on a quand même lancé une cartographie des filières porteuses qui est en cours, financée par le ministère, et une autre cartographie plutôt ESS financée par la GIZ et une autre par le BIT. Mais on sait déjà qu'il y a quand même, voilà, on va dire qu'il y a des top of mind, il y a des catégories qui sortent tout de suite. Le travail sur le cuir, la maroquinerie, la chaussure, les sacs, les ceintures, c'est des choses que les Mauritaniens consomment, il y a un marché local. Et en plus, on a un avantage compétitif par rapport au bétail et les peaux qui ne sont pas encore complètement tannés et on sait qu'ils vont dans les pays limitrophes. Donc ça, déjà, la maroquinerie, c'est une filière porteuse et nous commençons déjà à travailler sur cette filière en ayant un centre de tannage ici à Elmina vers le marché de bétail que nous sommes en train de former, d'opérationiser pour avoir la matière première. Nous avons à ce stade, avec un projet pilote, identifié 10 artisans de la chaussure et de la maroquinerie
Nous sommes en train de former, avec l'appui du PNUD, au sein de l'Unipod, qui est un centre d'innovation avec des machines de haute pointe pour les accompagner dans toute, depuis la matière première du cuir, au patronage, au design, à la découpe, à la couture, à faire le produit fini, à le marketer, à créer une marque et à le vendre. Et toute la démarche aussi entrepreneuriale de comment créer une entreprise, comment avoir un positionnement de marché. Donc ça, c'est le cuir et la maroquinerie, c'est sûr. Sur l'agroalimentaire, nous n'avons pas encore beaucoup travaillé dessus, mais toute la partie, les femmes qui font le couscous, c'est vrai que parfois les gens n'associent pas à ça, à l'artisanat, mais je profite de l'occasion pour le dire que ça fait partie de l'artisanat. Tous les produits non ligneux, l'huile de touga qui peut concurrencer l'huile d'argan, tout ce qu'on fait sur le savon et la cosmétique. Il y a un marché, surtout que maintenant, c'est retourné à la mode, le handmade, fait maison, mes produits cosmétiques qui respectent ma peau, qui respectent l'environnement, qui n'ont pas un circuit que j'importe de très loin avec une empreinte carbone très forte. C'est très demandé chez les femmes et les filles aujourd'hui. Nous avons aussi toute la filière sur les produits d'Oasis, les dattes, la vannerie qui revient. La tapisserie mauritanienne, je reviens dessus, c'est vraiment un produit de luxe. Mais je pense qu'il y a un marché international. Nous sommes en train d'étudier comment l'exporter en Angleterre et en Allemagne. Il y a pas mal de filières importantes, mais le souci, quand on regarde une filière porteuse, on regarde trois choses. La structuration de la filière. Est-ce que les acteurs de la filière sont organisés et existent? 2, est-ce qu'il y a un marché national ou un marché international? Et 3, est-ce que, voilà, quel est en tout cas son apport sur la création d'emplois et sa valeur sur l'économie nationale. Donc, il y a beaucoup de filières porteuses, on sait qu'il y a un effort, mais il y a d'autres qui sont, on va dire, des quick wins, où on sait que si on investit peu, la structuration est déjà là, le marché local est déjà prêt, et c'est sur ça qu'on va investir pour avoir en tout cas des résultats fiable. Et j'oublie pas la bijouterie. Vraiment, la Mauritanie est reconnue pour son travail d'orfèvre de bijouterie avec une singularité liée aux motifs qui sont vraiment voilà, de génération en génération transmis et on l'utilise pendant les mariages, les baptêmes, nos cérémonies religieuses. Donc, c'est des choses qui restent. Et le textile, bien sûr, la teinture, la couture, le melarfa, etc. Donc ça, en tout cas, on sait que ça, c'est des choses qui marchent. Et d'ailleurs, ce sont ces filières que nous avons choisi pour travailler au niveau du village parce qu'il fallait choisir 5 filières pour commencer. Donc il y a le design, bien sûr, qui est on va dire, partout, et le cuir, le textile, la tapisserie et la bijouterie. Donc c'est sur ça qu'on veut commencer, même si bien sûr il y a d'autres secteurs qui doivent venir, mais en tout cas c'est sur ces 4 ou 5 filières sur lesquelles on veut en tout cas commencer par la formation, l'accompagnement et la création de valeur et la structuration des artisans. Justement, l'accompagnement, Madame Kane, vous en parlez tout à l'heure, il y a déjà des structures qui sont déjà là, qui ont eu ceux qui arrivent à produire quand même les huiles, par exemple, vous avez parlé des huiles, ou même de textiles avec les malharfa et autres, ceux qui sont un petit peu professionnalisés dans ce secteur-là. Comment vous faites aujourd'hui pour accompagner ces personnes-là, ces artisans-là, et aussi pour qu'ils soient un petit peu un exemple pour les autres qui débutent ou qui ne sont pas encore très structurés? Bon, aujourd'hui, le ministère n'a pas les moyens d'accompagner les entrepreneurs ou les artisans globalement. Donc, c'est à travers des programmes pilotes. Donc, comme j'ai dit, on a lancé le programme pilote du cuir. Cette année, on va lancer bientôt notre programme pour la bijouterie. Mais ce sera vraiment des programmes pilotes. L'accompagnement, Inch'Allah, on l'espère, sera vraiment fait lors de la création de l'agence, qui est une structure qui va vraiment être une structure de développement, d'accompagnement, etc. Et du fonds qui sera mis en place au sein de l'agence qui vont financer ces filières-là. Donc, à ce stade, nous, on essaie de faire l'identification, l'analyse des chaînes de valeur, qu'est-ce qu'il y a à faire, dresser une feuille de route. Et on fait au moment des accompagnements pilotes sur vraiment un vivier très petit. Quand on parle d'une dizaine, c'est vraiment pilote. Et l'agence, on espère, pourra, à sa création, pourra mettre en place des programmes beaucoup plus larges. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment, comme c'est dit, ces programmes pilotes, et aussi c'est d'identifier ces coopératives-là et de voir si on peut leur amener un peu d'accompagnement en formation, parce qu'on a la chance d'être aujourd'hui avec le ministère de la Formation. Par exemple, nous avons lancé, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, 500 formations. Donc c'est plus la formation et parfois un peu d'accompagnement,
mais on ne peut pas parler vraiment d'accompagnement systémique avec la structuration aujourd'hui du ministère, qu'on espère l'agence, le village quand ils seront mis en place, avec l'appui de la formation professionnelle, on pourra faire des programmes d'accompagnement beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus ciblés par rapport aux filières que nous avons identifiées. Nous avons vu tout au long de ces émissions qui touchent bientôt à sa fin, de l'accompagnement, de la formation professionnelle. Dites-nous aujourd'hui, Madame Attié, combien de places, par exemple, sont disponibles chaque année et comment vous faites pour répartir un peu en termes de spécialité? Bon, en 2024-2025, 19 000 jeunes ont été sélectionnés, dont 5 200 admis au CAP, au BT, au BTS, 2 000 inscrits en CC et le reste en formation qualifiante. Cette année, nous proposons 49, pas moins de 49 spécialités et nous visons une capacité plus élevée. À ce jour, dans la plateforme TechWin qu'on utilise pour sélectionner le BT et le BTS, à ce jour, nous sommes à 10 000 inscrits comme candidats. Le niveau le plus demandé, c'est le niveau du CAP et le secteur le plus sollicité, c'est le secteur des bâtiments et des travaux publics. Et comment vous sélectionnez si... Pour le CAP, le candidat passe une épreuve écrite. Pour le BT et le BTS, je viens de vous parler de la plateforme TechWin. Au niveau de l'enseignement secondaire, nous avons demandé la base du baccalauréat. Comme que le BT est destiné au niveau baccalauréat et le BTS est destiné au bachelier, l'enseignement secondaire nous a fourni sa base que nous avons intégrée dans la plateforme TechWin. Et nous, à notre niveau, nous disposons de nos bases, c'est-à-dire la base du BT et la base du CAP. Dans la plateforme TechWin, c'est une plateforme qui est sécurisée, qui empêche toute intervention extérieure. Sur la base des résultats scolaires enregistrés, le système génère automatiquement l'admissibilité des candidats. Sur la base, à partir de la base nationale des résultats, comme je viens de le dire, le baccalauréat, le BT et le CC. Et cette année, le ministère a renforcé quand même le dispositif au moment de l'examen de sortie. Et bientôt, on organise le concours d'entrée. Il y a eu des superviseurs qui ont été envoyés dans tous les centres d'examen pour garantir la transparence et le sérieux. Quand vous parlez de la plateforme TechWin, cela donc garantit un petit peu l'équité et aussi la transparence, de la sélection que vous faites. Et la transparence aussi. Comme je viens de le dire, la plateforme TechWin, c'est une plateforme que nous avons mise en place depuis 2023 et la gestion des examens et des concours se fait à l'aide de la plateforme TechWin. Là, les copies sont anonymisées, les résultats sont affichés publiquement et il y a des recours qui sont possibles. Et est-ce que vous remarquez un certain engouement justement sur cette plateforme-là pour déposer? Est-ce que vous avez une grande offre? Enfin, je veux dire, une grande demande. Je viens de vous dire qu'à ce jour, nous avons déjà 10 000 qui sont inscrits sur la plateforme TechWin. Et vous pouvez en accueillir combien? On va accueillir, en 2024-2025, nous avons accueilli 19 000. Et disons, cette année, on va accueillir à peu près 20 000. On espère. Inch'Allah. Alors, enfin, je vous avais posé la question en début d'émission, mais les mesures prévues aujourd'hui pour adapter l'offre de formation aux besoins du marché de travail, c'est la même question que j'avais posée tout à l'heure à M. Mohamedou. Conformément au programme présidentiel Pomohi Lil Watan, qui prévoit de former 115 000 jeunes, comme vient de le dire le collègue au cours du quinquennat, notre priorité, c'est la densification et la diversification de l'offre. En partenariat avec le secteur privé, il y a eu de nouvelles filières qui sont créées répondant aux besoins du marché du travail. De toutes les façons, chacun de nous a besoin d'un plombier, d'un électricien, d'un assistant qui est qualifié. Et la main-d'œuvre est là disponible parmi nos jeunes.
Et aujourd'hui, c'est une question que je pose à M. Mohamedou. Parlez-nous des conventions, enfin le rôle que joue le système d'information sur le suivi, l'évaluation justement des programmes de formation et de coopération. Merci, mais avant de répondre à cette question, je voudrais... Brièvement, nous sommes rattrapés par le temps. Très rapidement, sur l'amélioration de l'accès à la formation professionnelle, nous avons aussi mis en place un dispositif d'école de deuxième chance, qui est un projet innovant, qui va permettre à beaucoup de jeunes, donc n'ayant jamais été à l'école, déscolarisés ou non scolarisés, de pouvoir bénéficier d'une formation, donc en fonction des besoins de l'économie locale. Parce que c'est une école qui sera avec plusieurs modèles et qui peut être implantée un peu partout en Mauritanie par des opérateurs. Ça peut être du privé, ça peut être un conseil régional, ça peut être une commune, ça peut être une ONG, ou même l'État. Donc, suivant certains, cette école va aussi renforcer l'amélioration de la capacité d'accueil, donc pour l'atteinte des 115 000 prévus dans le cadre des engagements présidentiels. Je voudrais aussi très rapidement dire que nous avons un projet phare qui est le projet Relance, qui est un projet qui vient d'être, de la convention vient d'être signée, et il est en cours de ratification, donc il est en attente de la ratification par le Parlement, qui est un projet entre la Mauritanie et le Tchad, d'un montant de si je ne m'abuse, de 137 millions de dollars, donc qui va permettre donc d'appuyer donc cette école de deuxième chance, parce que sa deuxième composante est appelée école ouverte. Donc c'est une école ouverte pour tout le monde. Je voudrais aussi très rapidement revenir sur l'artisanat et le village artisanal. Le village artisanal, donc, comme je l'ai dit, a un centre de formation et qui va former sur un certain nombre de métiers, des formations qualifiantes, mais avec une formation BTS en design. Il va former des jeunes bacheliers donc, en design, et qui vont permettre, qui vont appuyer ou soutenir les artisans pour la création d'objets qui soient demandés sur les marchés, que ce soit au niveau national ou international. Et pour revenir très rapidement à votre question, comme vous le dites, le système d'information est très important pour toute politique, stratégie, programme ou projet. Parce que sans données pertinentes, on ne peut pas assurer un suivi correct et une évaluation. Les données permettent donc de faire le suivi, d'évaluer et, au besoin, voir est-ce qu'il y a un grand écart entre ce qui a été programmé et ce qui a été mis en œuvre. Si tel est le cas, on réajuste. Ces données nous permettent de réajuster, donc, et de revenir pour corriger la trajectoire dans laquelle on mène notre politique ou notre stratégie ou notre programme. Donc, le système d'information est un élément extrêmement important et qui rentre dans tout ce qui est gestion, projet, programme, stratégie, donc sans lesquels on ne peut pas mettre en œuvre correctement ce qu'on est en train de faire. Mais aujourd'hui, comment c'est une question que je vous pose à tous les trois, si vous permettez, comment vous direz, ça y est, on est sur la bonne voie, ou est-ce que vous voyez déjà les prémices de tout ça? Vous vous dites qu'on est sur la bonne voie, la formation, ça marche, l'artisanat, ça décolle, et que voilà, on a beaucoup plus une visibilité au niveau local et au niveau international. À tout seigneur, tout honneur, je laisserai à Mariam de... Moi, je suis une éternelle optimiste, donc pour moi, ça marche. On a la chance d'avoir une très belle équipe avec un ministre engagé avec nous. Et donc, on peut dire que ça ne peut que marcher parce que tout repose sur les ressources humaines et bien sûr les ressources financières que Mohamed va nous chercher très gentiment auprès des bailleurs.
Mais on voit que ça marche parce que, moi en tout cas personnellement, avec l'équipe, quand on a lancé Jeune Âme, tout de suite on a eu un engouement autour de l'artisanat qui se reflétait dans beaucoup d'activités qui n'étaient pas dédiées à l'artisanat. Nous avons commencé à avoir des activités politiques, économiques, qui demandaient « Ah, on aimerait bien avoir une décoration artisanale. Ah, tenez, amenez vos artisans pour vendre leurs produits. » Et pour nous, c'était une aubaine en termes de visibilité et surtout pour que les artisans puissent vendre. Parce qu'à la Kulihal, si on fait tout ça et que nos artisans n'arrivent pas à vendre, n'arrivent pas à améliorer leur qualité de vie, ben, il n'y aura pas d'impact. Et on voit aussi dans les événements internationaux qu'ils continuent de... Ils nous disent jamais d'ailleurs les chiffres d'affaires qu'ils engagent, mais ça revient sur le système d'information. Mais on sait qu'ils vendent mieux et qu'on les amène à se structurer, à se spécialiser. Donc ce qui manque peut-être, c'est la formation, qu'ils soient mieux formés. Et pour ceux qui ont l'expertise de délivrer cette formation-là. Donc en tout cas, on voit qu'il y a un engouement, même auprès des jeunes, qui maintenant voilà, développent ces métiers-là. Avec InnovArt, nous avons eu beaucoup de jeunes qui ont lancé leur marque, qui ont lancé leurs boutiques, leurs ateliers. Et on essaie de faire aussi dialoguer ces différentes générations-là qui ne communiquaient pas assez pour qu'ils sentent que chacun peut apporter une valeur ajoutée à l'autre. Donc pour moi, ça marche. J'aimerais que ça marche beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Mais en tout cas, on voit les prémices sur les gens qu'on accompagne, voilà, à l'échelle individuelle. En tout cas, on voit que, voilà, que ça s'améliore pour eux. Donc pour nous, on peut faire mieux. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. Alors, M. Mohamedou? Oui, je dirais dans le même sens, les choses sont en train de se mettre en place et on va de l'avant. Avec aujourd'hui la mise en place prochaine donc, de l'agence l'agence de promotion de l'artisanat et des métiers de l'économie sociale et solidaire et son fonds de promotion. Je crois que beaucoup de choses iront de l'avant très rapidement. Ça, c'est aussi bien au niveau de l'artisanat qu'au niveau de la formation professionnelle avec l'autre agence, l'agence de la formation professionnelle, dont les études sont... L'une a été déjà finie, qui est l'étude sur l'agence de la formation professionnelle, et l'autre est en cours. Donc, avant la fin de l'année, ces deux agences devront voir le jour. Donc, bien entendu, avec le village artisanal, je crois que la recherche de l'excellence que nous prenons au niveau du village dans les prochains mois donnera certainement des résultats probants pour les artisans en termes de revenus et d'amélioration de leurs conditions de vie. Alors, Madame Attier, nous sommes tous engagés pour la formation professionnelle? Oui. Donc là, nous venons de dire qu'il y a eu de nouvelles filières qui ont été mises en place et surtout, c'est un partenariat avec le secteur privé. Donc là, l'objectif est clair, c'est l'insertion de nos jeunes diplômés, soit par auto-emploi ou bien par emploi salarié. Nous invitons toute la jeunesse à s'orienter vers la formation professionnelle, surtout que la formation professionnelle est destinée à la jeunesse de 16 à 30 ans. La main-d'œuvre est là. On a parlé de la qualité. Dans l'axe stratégique que vient de parler mon collègue, nous avons la qualité. Donc, il faut faire confiance à notre jeunesse diplômée. Et là, ça ira. Et j'aimerais vous poser une dernière question rapidement. C'est vous ne remarquez pas de déperdition, par exemple, au niveau des jeunes qui viennent se former, qui arrêtent au bout d'un moment? Est-ce que vous voyez vraiment une grande implication, une grande motivation de ces jeunes-là qui viennent dans ces écoles-là? Là, le taux de déperdition est vraiment inconsidérable à la formation professionnelle. Pourquoi le taux de déperdition est inconsidérable? Parce que là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On récupère la déperdition de l'enseignement secondaire. C'est ça. Donc, une fois que le jeune s'oriente vers la formation professionnelle, c'est-à-dire que vraiment quand même... C'est pour aller jusqu'au bout. Là, c'est pour aller jusqu'au bout. C'est pour être inséré au marché de l'emploi. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés pour qu'on puisse vraiment savoir vraiment ce qui se passe au niveau de ce département. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui, sans eux, bien sûr, il n'y aura pas d'émission. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonne soirée.